Bonjour à toutes et tous. Notre premier épisode commence en -700. Pourquoi -700 ? Parce qu'il s'agit de la date à laquelle débute conventionnellement l'Antiquité classique, dont l'œuvre du poète grec Homère est considérée comme l'origine. De plus, la plus ancienne carte géographique connue aujourd'hui nous vient de la civilisation babylonienne et date précisément de cette époque. Deux bonnes raisons pour considérer que tout a commencé à ce moment-là. À cette époque, on pensait que la Terre était plate. Après tout, c'est bien normal. Quand on est sur une plage, l'horizon marin est plat, et quand on marche, si on oublie les effets du relief, on est toujours à plat. Alors l'idée d'une Terre plate est celle qui s'impose spontanément, sans qu'on ait vraiment à s'interroger là-dessus. Et on ne sait pas vraiment qui est le premier à concevoir qu'elle puisse être autre chose que plate. Peut-être, au VIe siècle avant l'ère commune, qui commence avec la date de naissance supposée de Jésus-Christ, le savant grec Thalès est-il le premier à s'interroger sur la question. Mais il est sûr qu'Anaximandre de Milet, son successeur comme directeur de l'école ionienne, imagine que nous vivons sur la section supérieure d'un cylindre qui flotte dans l'espace car, dit-il, il n'a nulle part où tomber. Peu après, Pythagore semble être le premier à imaginer notre monde comme une sphère et impose l'idée dans sa propre école. Pour lui, c'est une question d'esthétique. La Lune est sphérique, le Soleil est sphérique, et les étoiles sont des points de feu accrochés à une sphère. Oui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, une pizza au milieu de tout ça, ça aurait fait désordre. Jamais les dieux n'auraient permis une telle aberration, et encore moins nous auraient-ils mis dessus. La Terre doit donc être une sphère, comme l'est tout l'univers. Quelques autres savants grecs de l'époque soutiennent cette idée d'une Terre sphérique, et vers 500 avant l'ère commune, et malgré de gros désaccords avec l'école de Pythagore, Parménide fait partie de ceux qui la défendent par des arguments rationnels. Mais quelle déduction cet hurluberlu fait-il pour se convaincre d'une telle idée qui, à ce moment-là, a encore pour beaucoup de quoi paraître totalement farfelu ? Mettons-nous à sa place pour comprendre ce que l'on pouvait déjà déduire dès son époque. Il est grec et vit dans la colonie d'Élée, sur la péninsule italienne. On constate d'abord que, lorsque l'on navigue d'Élée vers le sud, les sommets des monts Nébrode apparaissent avant la plage de Sicile. Une seule explication, très simple à ce phénomène, une courbure de la Terre selon la direction nord-sud qui dévoile ce qui est en altitude avant ce qui est au niveau de la mer. Alors, est-ce dire que nous vivons sur un cylindre horizontal, courbe dans un sens et plat dans l'autre ? Eh bien non, car on peut faire une autre déduction, pourtant beaucoup moins évidente, celle-là. Lorsque l'on se trouve à Naples, un peu au nord d'Élée, et qu'on admire le coucher du soleil, on le voit descendre dans le ciel et disparaître sous l'horizon. Jusque-là, rien de spécial. Mais quand on se retourne, on constate que le Vésuve, lui, est encore éclairé, et qu'il disparaît progressivement dans l'ombre, depuis la base vers le sommet, en approximativement 4 minutes. C'est intéressant ça, car la limite de l'ombre, c'est forcément celle du bord de la Terre. Et avec un peu de géométrie, on doit pouvoir calculer où il se trouve, ce bord dont l'ombre monte de 1300 mètres en 4 minutes. Pour ceux qui se demanderaient comment on pouvait connaître l'altitude du Vésuve à cette époque, je rappelle qu'on était déjà un siècle après Thalès. Et l'une des premières applications de son fameux théorème est justement la mesure des altitudes. Et, grâce à la géométrie des triangles, découverte par Pythagore et qu'on appellera bientôt la trigonométrie, on peut calculer que le bord de la Terre doit se situer à 400 stades, c'était une unité mesure antique, à l'ouest du Vésuve, c'est-à-dire là. Bon ça va pas. On connaît suffisamment la Méditerranée pour savoir que la péninsule ibérique est beaucoup plus loin, et qu'il y a au-delà une autre mer dont on ne voit toujours pas le bout. Bref, l'incohérence du résultat réfute l'hypothèse du calcul. La Terre n'est pas plate d'est en ouest. Mais si elle n'est pas plate, c'est qu'elle présente une courbure également dans ce sens. La Terre accuse donc une courbure est-ouest en plus de celle dans le sens nord-sud. Or, la figure géométrique la plus évidente qui présente deux courbures perpendiculaires, c'est la sphère.
En plus, une sphère, c'est beau, c'est pur et esthétique. Et pour les mathématiciens de l'époque de Parménide, comme d'ailleurs pour ceux d'aujourd'hui dans une large mesure, la belle simplicité d'une idée est souvent gage de vérité. Nul doute donc que cela doit être la réalité. Voici comment lui et quelques autres savants contemporains se représentent la Terre et ce qu'ils en connaissent. De plus, en prolongeant la courbe de la température moyenne en Europe jusqu'aux latitudes extrêmes, Parménide déduit un climat glacial au pôle et une zone torride au niveau de l'équateur. Ainsi, la Terre ne pourrait être habitable qu'aux latitudes moyennes des deux hémisphères. 300 ans plus tard, Cratès de Malos envisagera même l'existence d'un continent miroir d'une autre dans l'hémisphère sud. Mais la torride zone équatoriale étant considérée infranchissable, il supposera que son hypothèse est promise à rester à jamais hors de portée d'une vérification expérimentale. Nous verrons ce qu'il y en adviendra. Néanmoins, et bien que les arguments rationnels en faveur de la sphéricité de la Terre soient très convaincants, on ne trouve pas grand monde pour le croire. Les pythagoriciens sont certes majoritaires, mais comme Parménide les critique beaucoup, ils rechignent à lui donner raison, même si, sur ce sujet, ils sont bel et bien d'accord. Toutefois, quelques dizaines d'années après sa mort, un philosophe qui a pu temporairement être l'un de ses élèves affirme que oui, finalement, il croit que Parménide avait raison, et considère lui aussi que la Terre est sphérique. Et c'est lui qui va imposer l'idée. Ce revirement d'opinion générale peut sembler étrange, mais il faut admettre qu'il y a des choses qui sont tout de suite plus simples quand on s'appelle Socrate. Et encore a-t-il fallu attendre que la conviction soit rapportée par écrit encore un peu plus tard, par Platon, dans son dialogue du Phédon, et plus encore celui du Timée. Alors, c'est bien beau, mais maintenant que les Grecs sont convaincus que la Terre est sphérique, et qu'ils ne manquent pas de lentement en avertir leurs voisins, nombreux sont ceux qui posent la question subsidiaire qui tue. La Terre est sphérique, soit. Mais alors, quelle est sa circonférence ? C'est ce que nous allons tâcher de déterminer au prochain épisode.